les médiations artistiques, l'art-thérapie. Mais finalement, elle est venue cette année nous présenter un travail sur la psychologie transgénérationnelle, transpersonnelle, voilà, lapsus. Ça peut l'englober. Et entre autres, donc il y a un bouquin sur le transpersonnel qui va sortir, qui est sorti, avec notamment Cyril Champagne et un troisième larron. Et Johan Henry. Voilà. Et là, donc, aujourd'hui, on a ton ouvrage « Votre énergie est dans la nature » aux éditions Le Duc. Vous pouvez vous le faire dédicacer, on a quelques ouvrages à disposition. Et donc, Muriel va nous présenter donc « À bas les masques ». Tiens, on était en train justement d'introduire ton propos. Voilà, mais avec, et c'est important, un point d'interrogation, justement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ou pas, quand, comment. Bon, alors c'est difficile de passer après tout le monde ce matin, mais en même temps c'est intéressant parce que ça me permet aussi d'élaguer un peu et peut-être de préciser la façon dont j'avais envie justement d'explorer avec vous cette question. Puisque j'ai fait le choix, pour plein de raisons différentes, à la fois par fibre personnelle, mais aussi parce que je savais que d'autres confrères allaient intervenir pendant 2 jours, de ne pas aller trop du côté de la théorie, mais plutôt finalement de partir de mon expérience de terrain, parce que c'est une des premières choses finalement qu'on découvre, quelle que soit la formation qu'on a, il y a ce qu'on a lu, il y a ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a éventuellement échangé déjà avec des collègues, ou ce qu'on peut se dire en supervision, et puis il y a la réalité de ces êtres humains qui viennent à nous et avec lesquels on essaye de cheminer. Donc comment traiter ce sujet du masque quand on en a parlé la première fois? Alors j'ai évidemment, comme beaucoup de psychanalystes, fait un peu d'association d'idées. Et m'est revenu un épisode d'imagination active que j'ai appelé le rêve d'Albator. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Albator. Pour ma génération, c'est notre enfance, bien sûr, notre président geek ne veut que connaître. Donc, Corsaire de l'espace, finalement une variation de Wagner et de la mythologie allemande, sous forme de manga, et dont ce personnage hantait évidemment mon inconscient, sinon il ne serait pas venu. Et ce fameux rêve d'Albator, c'est un épisode d'imagination active dans lequel je me retrouve dans une sorte de palais vénitien, et il y a un personnage qui m'échappe sans arrêt. Alors je le poursuis pièce en pièce, et puis on arrive au bout d'un moment en haut d'un phare. Et là, je commence vraiment à avoir plus que marre de lui courir après, donc je me dis, mais stop, ça suffit. Et là, ce personnage me regarde, et c'est Albator. Et là, je me dis vraiment, il se fout de moi, il est encore déguisé, il a encore un masque. Alors à nouveau, je réitère, j'en ai assez de ça. Et je veux que ce personnage enlève ce masque. Et quand il l'enlève, certains l'auront sûrement deviné, c'est toi, bien sûr. Voilà. Et donc j'ai repensé, au moment de traiter ce sujet, à ce rêve. Et je me suis dit finalement, de quoi j'aurais envie de parler, d'explorer, eh bien, c'est peut-être l'idée du masque que nous avons, et pour le coup, le masque que nous avons en tant que thérapeute. Alors, psychanalyste, psychothérapeute, selon voilà, la formation de chacun. Et finalement, ce masque que nous avons, qui est une identité professionnelle, dans laquelle nous mettons évidemment de nous, et en quoi cette posture, dans l'analyse, elle est importante, ou bien vraiment à garder, ou à assouplir, voire momentanément à abattre, dans le sens de l'enlever, mais qui n'est pas, pour le coup je rebondis avec ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, surtout ce que disait aussi Frédéric, ne pas l'enlever définitivement. Il s'agit de jouer en fait, avec la distance et de comment on le porte. Donc cela m'amène à un premier point qui serait finalement le masque de l'analyste. Et ce masque, ce que je trouve intéressant pour tout un chacun, qui est là aussi pour ceux d'entre vous et d'entre nous qui sommes professionnels dans la salle, des choses que nous voyons notamment en supervision, c'est finalement comment nous l'avons façonné ce masque, ou comment nous l'avons choisi. Et qu'est-ce qu'il raconte? Cette personne-là, elle parle de notre histoire, elle parle peut-être de notre moi idéal, de l'idéal de notre moi. Peut-être que ce rôle qu'elle nous amène à jouer, il y a peut-être un enjeu cathartique dedans, peut-être qu'on va exorciser des choses, ou exprimer des choses qui nous font du bien. Et puis surtout, on peut aussi se poser la question de ce qu'elle masque. Et là, pour le coup, je vais essayer d'élargir à plusieurs courants, puisque c'est aussi une chose, en tout cas, que moi j'aime beaucoup dans l'APE, c'est cette possibilité d'avoir plusieurs regards. Est-ce que finalement, le visage qui est derrière, eh bien, qui est-ce? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est le soi? Est-ce que c'est un regard qui jugerait, une ombre? En tout cas, c'est intéressant, il me semble, de se poser cette question.
et de se demander quel est notre degré de connaissance de ce masque et comment nous allons en jouer et comment il va rencontrer le masque de la personne qui vient à nous. Parce que finalement, être en relation dans l'analyse, d'une manière générale, dans d'autres courants en psychothérapie, n'est-ce pas finalement deux comédiens qui se rencontrent, qui vont être partenaires et qui vont ensemble soit improviser sur un canevas, soit développer une intrigue, en tout cas quelque chose que l'on peut appeler finalement la relation transférentielle. Et c'est ce qui va se jouer à l'intérieur de ça peut-être, qui va nous demander parfois d'assouplir le port du masque, voire de le lever, mais pas n'importe comment. Ce qui m'amène à ce second point, quand et pourquoi tomber le masque? Alors je vais donc, comme je vous disais, partir de ma propre clinique. Ce que je vais donc vous partager n'est évidemment pas une théorie, certainement pas une vérité. C'est ce que je crois comprendre de ce que je vis depuis maintenant à peu près 10 ans. Dans mon expérience, j'ai le sentiment que quand les personnes n'ont pas encore vraiment atteint un fonctionnement ou une structure dite névrotique, sans être forcément complètement psychotique, mais dans ce qu'on pourrait appeler des états limites, quand les personnes en tout cas sont plus proches d'états de conscience de type psychotique, il me semble qu'ils ont un besoin de contenant. Et que pour eux, c'est peut-être rassurant à ce moment-là de sentir un masque, peut-être parce qu'ils peuvent s'y raccrocher, peut-être parce que ça leur donne une balise. Face à quelqu'un qui me semble vraiment être dans un état de conscience de type névrotique, j'ai parfois, voire même souvent, l'impression qu'il y a une forme d'autorisation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'être humain peut-être que je suis, mais vraiment à cette autorité qu'il m'imagine être. On a pas mal parlé de Lacan ce matin, alors je dirais le supposé sachant qu'il a un face à lui. Et donc c'est comme s'il attendait une forme d'autorisation. Ce qui là pour le coup m'amène moi à voir comment je vais utiliser le masque pour répondre, ou pas. Et puis il y a ces personnes qui se baladent entre les deux. Alors certains profils ont été évoqués, je pense à ce que disait Delphine dans son intervention, et où j'abonde évidemment, comme beaucoup de personnes j'imagine ici, dans son sens. Il est rare qu'un pervers narcissique vienne nous voir puisqu'il n'a pas de problème. Et quand c'est le cas, c'est en injonction de soins, en institution, et il va évidemment nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer. Mais dans d'autres profils, je pense par exemple à des personnes qui ont des sensibilités de type borderline, ou bien à des personnes qui sont dans ce que Germaine Guess appelait le profil abandonnique. Eh bien, il me semble parfois, encore une fois sur la base de l'expérience, intéressant de savoir tomber le masque, ou en tout cas momentanément le décaler pour montrer quelque chose qui serait non plus l'analysant en lui-même et cette fonction, mais peut-être quelque chose de l'être humain, du visage qui est derrière. Alors je vais vous donner quelques exemples cliniques de situations où justement s'est posé à moi cette question et où je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que ce masque je le lève ou pas? Je pense à Antonin qui prend rendez-vous avec moi, il m'est envoyé par un confrère qui ne peut pas le prendre. Et quand il arrive, la première chose qu'il me dit, alors il arrive, Antonin, il met les pieds un peu sur la table, et puis très décontracté, il me dit écoutez, surtout ne le prenez pas mal, ne le prenez pas pour vous, mais moi je voulais un homme, donc vraiment ça me fait chier que ce soit une femme. Très en matière sympathique. C'est à quoi, voilà, enfin, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, personnellement, j'ai fait le choix, en tout cas, de m'excuser en rigolant. Et puis à la fin de notre entretien, de lui dire finalement, est-ce que ça vous va ou pas, est-ce qu'on continue ou pas, et par le biais de l'humour, qui est aussi quelque chose qui me semble intéressant et important dans ce genre de situation, on est allé dans quelque chose d'un peu plus vrai entre nous, mais je vous dirai tout à l'heure, évidemment, là où il y a la limite à ne pas dépasser. Je pense aussi à Dominique, qui est une personne qui sait se définir comme étant transgenre, et qui tout de suite est quelqu'un qui est beaucoup dans le cérébral, dans l'intellect, et qui va tout de suite me dire « je vais vous poser quelques questions parce que moi j'aime savoir à qui j'ai affaire ». Qui va donc me faire une sorte d'interrogatoire en règle. Et cet interrogatoire, là aussi c'est intéressant. En fait, Dominique ne va pas s'intéresser finalement au courant auquel je pourrais appartenir. Ce qui va intéresser Dominique, c'est la personne que je suis. Parce que Dominique va me choisir sur une base qui lui semble correspondre, faire miroir en tout cas, avec sa propre personnalité et son histoire.
Donc le point commun de ces situations, eh bien, c'est qu'il y aurait une attente en face, de montrer que l'on est quelqu'un d'authentique. On est quelqu'un de contenant, c'est important, il faut qu'il y ait du répondant, il faut qu'on soit là pour pouvoir tenir la barre du travail qui sera fait ensemble, mais il faut qu'on soit aussi quelqu'un de vrai. Et ça, je l'ai à nouveau rencontré, cette fois dans le contexte carcéral, face à Carlos, qui est d'origine portugaise, et qui en fait va me dire tout de suite en introduction, vous avez un nom espagnol, votre famille, elle est partie à cause de Franco. Il met une espèce de petite pause pour ma réponse. Comme la réponse me satisfait, il me répond simplement la mienne à cause de Salazar. Et là, je comprends que le fait d'avoir accepté de répondre à cette question et de ne pas botter en touche, de lui renvoyer, comme je pourrais faire de manière caricaturale, on est là pour parler de vous, pas pour parler de moi, et bien quelque chose se crée qui fait que lui se dit, cette personne-là, elle est fiable, elle est vraie, et c'est ça qui va nous faire entrer dans le travail. Enfin, troisième cas de figure, Scarlett ou Clara, qui sont des femmes qui ont été abusées avec des histoires extrêmement compliquées. Et avec qui la relation, finalement, ce qui va mettre en place l'alliance thérapeutique, c'est le fait, c'est un pari qui est assez fou, alors je l'ai fait, j'étais jeune praticienne, donc un peu inconsciente, et je ne suis pas sûre que je le referai aujourd'hui. Et ça a été finalement de se dire, et si l'alliance thérapeutique, l'accroche pouvait se faire à travers de nos zones d'ombre. En l'occurrence, des femmes qui ont une pratique artistique, qui sont dans des pulsions autodestructrices, et où je leur dis, je vous comprends, parce que moi aussi, chaque soir, quand je vais me coucher, ne pas m'être foutu en l'air est une victoire. Et ça, c'est un moment, à ce moment-là, qui va permettre l'alliance thérapeutique. Et on va pouvoir vraiment aller vers elle. Mais pour ça, il aurait fallu transiter par moi. Une chose qui, en plus, n'est pas forcément facile et qui n'est en général pas ce qu'on a, pour le coup, en termes de masque de l'analyste, c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre, évidemment, en relief. Donc là, je comprends, j'interprète ce genre de situation comme étant favoriser l'éprouvé d'un lien basé sur l'authenticité d'une sensibilité commune. Si j'ai face à moi quelqu'un qui est dans la destruction ou dans quelque chose de très passionnel et paroxystique, lui renvoyer le fait que je ne suis pas là pour le juger ne lui suffit peut-être pas. Peut-être que ce qu'il a besoin aussi de percevoir, non pas de comprendre, mais de percevoir, c'est que quand il me parle de sa souffrance, de ses pulsions, peut-être que c'est quelque chose que j'ai traversé. Et là, je renverrai à quelque chose qu'a abordé aussi Delphine quand elle a parlé du chaman et du psy. Je crois que c'est Mircea Eliade qui a cette phrase magnifique qui dit « Le chaman, c'est celui qui est revenu de sa folie ». Et bien, il me semble qu'avec ce type de personnes où on peut avoir une analyse, peut-être que de leur faire sentir que nous avons traversé, et peut-être que nous avons pu revenir d'une certaine forme de folie, ou de souffrance, ou d'ombre en nous, et quelque chose qui peut être suffisamment authentique et valeureux pour qu'on ait envie de nous faire confiance et de cheminer ensemble. Donc ça, ce sont des manières, en tout cas mes manières, jusqu'à présent, d'avoir, disons, fait tomber le masque. Maintenant, je n'ai pas toujours eu des réussites, vous en doutez. Et parfois, il y a vraiment eu de gros loupés, mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça nous apprend quelque chose. Il me semble aujourd'hui que les critères à prendre en compte pour tomber le masque, c'est d'une part la nature de la sensibilité de l'analysant. Il y a des gens avec qui c'est un pari qui est fructueux et d'autres avec qui c'est une très très mauvaise bonne idée. Il y a l'état du transfert, où nous en sommes dans la relation, qu'est-ce qui se joue entre nous, qu'est-ce qui s'exprime. Et puis il y a une question de timing, est-ce que l'autre est prêt à ce que ça se passe comme ça ou pas? Je crois que parmi les gens qui pratiquent ici dans cette salle, nous avons tous eu l'expérience par exemple de personnes où clairement on sent que la personne vient non pas pour être en relation, mais parce qu'elle nous paye pour vider son sac pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, peu importe. Elle se fout royalement de ce qu'on est, ça ne l'intéresse pas du tout de savoir comment on reçoit, c'est vraiment un moment pour elle. Et ces personnes-là, justement, il faut savoir peut-être accepter cette chose-là, ou en tout cas utiliser ça, ou voilà, se positionner par rapport à ça. Et puis il y a l'inverse, donc ceux, et c'est ceux avec qui peut-être retrouver le masque sera un pari intéressant et audacieux, il y a ceux qui ont envie d'être dans une relation, ils ont envie d'un espace vrai et d'un échange vrai. Encore faut-il, encore une fois, que ce soit le bon moment. Et là, l'écueil majeur va être de basculer d'un lien thérapeutique à un lien personnel. Jusqu'où on peut jouer avec la limite, finalement, et avec cette distance. Parce que c'est compliqué. Moi j'ai des souvenirs éblouis de Winnicott, quand Winnicott écrit des choses par rapport à ça, et on sent qu'il y a de la transgression, il y a de l'audace.
Et en même temps, c'est tellement casse-gueule. Donc ça, c'est vraiment l'écueil à avoir. Donc mal évaluer le timing ou l'intensité, ou alors ce que raconte le lien transférentiel, flouter les espaces thérapeutiques personnels, et bien tout ça, c'est prendre le risque d'enclencher ou d'intensifier un transfert négatif, ce qui est quelque chose, pour ceux qui l'ont vécu, qui n'est jamais facile. C'est vraiment la pire situation quand on a ce type de lien. Et donc d'avoir une attaque violente aussi du lien. Et là aussi, on a intérêt, par rapport à son histoire et là où on en est, à être solide pour pouvoir accepter ça, continuer de contenir et de faire quelque chose avec. Et du coup, ça aboutit à quoi? Bien, un démasquage qui peut-être a été contre-productif, ce que j'appellerais la fausse bonne idée. Donc là, je vais vous donner deux exemples cliniques, l'un qui est personnel. Donc Barbara, qui est une femme qui très vite me met en compétition, c'est quelqu'un qui se forme aussi en thérapie, donc on est dans quelque chose où j'ai toujours le sentiment qu'elle vient pour que je lui apprenne des choses, mais en même temps, elle a besoin de me montrer qu'elle aussi, elle sait, qu'elle aussi, elle est intelligente. Donc j'essaye de sortir de ça, j'essaie de l'amener vers autre chose, parce que, par exemple, en Gestalt, dans la société plus gestaltiste, j'essaie d'aller vers autre chose et d'être dans la relation. Et finalement, je vais m'apercevoir qu'elle n'a absolument pas envie de ça. Elle a envie d'être dans une plainte, elle vient pour me dire combien finalement sa relation avec sa mère et peut-être aussi avec les femmes en général est quelque chose qu'elle ne vit pas bien du tout parce que elle est très clivée dans sa sensibilité et finalement je vais me retrouver, je me fais avoir comme une bleue je pourrais dire, et je me retrouve finalement à rejouer avec elle et à me retrouver complètement submergée par ça avec... Et là, je dis merci à la superviseure de grandes difficultés pour sortir de ça. Mais je m'aperçois aussi que ça m'a amené justement à ne plus maîtriser le cadre. Si ça ne marche pas, si je me prends ça de plein fouet, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai joué avec le feu, je me suis brûlée. Le deuxième exemple, c'est celui de Florence, qui pour le coup est quelque chose qui est arrivé à un collègue. C'est une personne donc, qui est en thérapie et ce collègue va avoir une forme de ce que j'appellerais de zone aveugle. Et il ne se rend pas compte finalement de l'intensité du transfert. Et à un moment où il pense que le travail est terminé, que ce travail se referme, ils ont beaucoup d'affinités et n'étant plus en relation thérapeutique, se pose la question d'une amitié. Et en fait, Florence n'est pas du tout prête et elle va finalement rejouer avec lui toutes les souffrances qu'elle a pu avoir dans des histoires passionnelles antérieures. Donc la conclusion de tout ça, eh bien, c'est de dire que la nature et la fonction du masque du thérapeute, elle me semble varier dans le temps et dans l'espace, à la fois au niveau collectif, et là je pense à l'époque, à la culture. Par exemple, peut-on encore pratiquer le divan comme le faisait Freud? Pas sûr, peut-être que oui, peut-être que non. Après, ça peut être la posture de chacun, mais on peut se poser la question des gens qui viennent à nous aujourd'hui, sont-ils les mêmes qu'il y a à peu près 100 ans? Est-ce qu'on pratique de la même chose finalement ici ou en Amérique latine? Je pense en Amérique latine parce que, non pas seulement parce que j'aime l'Amérique latine, mais parce que je sais que la psychanalyse y est extrêmement vivante. Et après, tous nos collègues pratiquent-ils comme nous dans des cultures où par exemple on vous voit très peu, donc la distance elle est déjà dès le départ différente. Mais ainsi, au niveau singulier, et là je fais vraiment allusion aux relations thérapeutiques, à l'unicité de moi qui je suis, de qui est en face de moi et cette variation d'histoire à chaque fois qui se co-construisent. Parce que cette relation, elle raconte toujours quelque chose donc, de notre histoire et de notre construction et de notre co-construction. Donc le masque, ce fameux masque, ici, plus spécifiquement, c'était le masque de l'analyste dont je voulais parler, eh bien il peut protéger, il est comme un filtre ou comme une peau, il est donc nécessaire. Et en même temps, il faut faire attention parce qu'il peut étouffer ou couper le lien. Alors il peut devenir un faux self, par exemple, si on s'y identifie beaucoup, ou il peut en tout cas nous faire manquer de respiration et d'espace. Et dans tous les cas, en tout cas, le point commun, quelle que soit la façon dont on va réussir finalement à le gérer, à gérer la distance, il me semble qu'il reste interface entre l'intime et le monde, entre le dedans et le dehors. Et que c'est avec ça qu'on va travailler. Dans une clinique de ce que donc je nomme des états d'illimite, il me semble fondamental de bien connaître et manier son masque, afin d'éviter d'en faire un outil de contrôle, voire même de maltraitance, et ce, jusque malgré nous. Donc ça peut être maltraitance évidemment pour l'autre, mais aussi maltraitance pour soi, maltraitance pour ce lien thérapeutique.
Et je conclurai en vous disant que je crois qu'une clé, en tout cas moi elle m'est chère, que nous pourrions nous rappeler, c'est que si l'histoire de la clinique analytique, elle est jonchée de transgressions, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a tous choisi la psychanalyse peut-être dans cette salle, et bien cette histoire, elle est jonchée de transgressions, celles-ci, elles doivent toujours être au service de la relation. C'est peut-être ça le repère qu'on peut essayer de garder.